Elisabeth Roudinesco, vous êtes une historienne, vous êtes aussi une intellectuelle engagée, vous intervenez souvent dans le débat public. Cette place, d'ailleurs, vous l'avez conquise par l'importance de vos travaux. Donc, plusieurs ouvrages sont traduits en plusieurs langues. Et on peut ajouter aussi que cette place, elle vous situe dans le droit fil de ceux qui ont été vos maîtres ou vos proches, puisque vous avez connu le bouillonnement intellectuel des années 60 et 70 en France, élève de Deleuze, de Michel de Certeau, vous avez suivi les cours de Foucault, de Barthes, vous avez connu Lévi-Strauss et vous avez été proche d'Althusser. Alors, vous avez aussi, on pourrait ajouter, dialogué et écrit avec Jacques Derrida et Alain Badiou. Dans votre œuvre, on peut repérer deux veines. L'une est une veine historique. Et alors, dans cette veine historique, je verrai deux versants. D'un côté, l'histoire de la psychanalyse en France, 1982-1986, qui vous installe véritablement comme la grande historienne de la psychanalyse, et le dictionnaire de la psychanalyse avec Michel Plon. Et puis, il y a un autre versant, ce sont les biographies, celle de Lacan en 2011 et celle de Freud en 2014. Et puis, deuxième veine que vous tirez pendant toute votre vie d'intellectuel, ce sont des livres d'analyse, comme Retour sur la question juive ou La famille en désordre, ou de petits livres d'intervention dans le débat public qui vous semblent importants, comme Pourquoi tant de haine, qui était sorti comme une réponse directe à l'attaque portée par le livre noir de la psychanalyse. C'était en 2005. Alors, on voit tout de suite la famille, la filiation, le couple, la place des femmes, des mères, des hommes, des pères, tout ça, ce sont des sujets qui ne cessent de revenir dans l'actualité, peut-être même aujourd'hui avec encore plus de vigueur. L'objet de cet entretien, ce sera notamment d'essayer de saisir les raisons scientifiques, les raisons sociales surtout, politiques, avec de ce retour sans cesse, avec le recul que vous donne à la fois votre travail d'historienne et d'historienne de la psychanalyse. Alors on pourrait commencer tout bêtement et très facilement cet entretien avec ce qui s'est passé ces dernières années, la séquence politique qui nous fait croire qu'à nouveau la famille est un enjeu essentiel de la vie française, de la vie sociale et politique française, avec l'opposition au mariage homosexuel, les grandes manifestations de la Manif pour tous, et puis les réactions très hostiles, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'enseignement de la notion de genre à l'école. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se cristallise entre le refus de la théorie du genre et les manifestations contre le mariage homosexuel? Quand j'ai écrit mon livre en 2002 sur la famille, en fait, évidemment, avec la connaissance de l'histoire de la psychanalyse, la famille est au centre de tout, puisque Freud invente la psychanalyse à partir vraiment de la névrose familiale de la fin du 19e. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, à partir de 1997, avec le Pax, je ne connaissais pas bien tout ça. Mais j'étais comme tout le monde dans mon milieu. J'étais pour la dépénalisation, j'ai fait partie des gens qui étaient absolument pour l'émancipation des homosexuels. Et puis, quand il y a eu le Pax, il y a eu une très grande interrogation de ma part, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que ce groupe maudit des homosexuels ne veut plus être ni Charlus, ni Proust, ni Oscar Wilde, et veut se mettre en famille, c'est-à-dire se mettre là et se normaliser là d'où ils avaient toujours été exclus. Cette exclusion avec la dépénalisation était quand même une place assez forte, puisqu'on ne les poursuivait plus. Donc pourquoi cette normalisation? Et ça, c'est dès 1997, j'ai compris que le Pax allait amener le mariage homosexuel, que c'était absolument inévitable. C'était une erreur de croire le contraire. Bon. Mais ma vraie question était, mais pourquoi? Bon. Et à partir de ce moment-là, c'est comme ça que j'ai écrit ce livre sur la famille. J'ai répondu à cette question en interrogeant d'ailleurs beaucoup d'homosexuels, puis c'est vrai qu'on en avait déjà parlé avec Derrida, qui était favorable, comme un mouvement absolument inéluctable. C'est-à-dire, puisqu'on dépénalisait, puisque ça devenait une sexualité ordinaire, le désir de faire famille serait la suite de ça. Ce qui montrait la force absolument extraordinaire de la famille, de la puissance familiale, puisque ça résiste à tout. Et ça résiste à l'individualisation sociale, dans les sociétés qui deviennent de plus en plus individuelles, où il y a en effet une perte du sentiment collectif, la famille redevient le lieu de tout. Sauf que pour les traditionalistes, les conservateurs, les réactionnaires, l'idée d'y introduire les maudits, c'est-à-dire les pervers,
les anciennement nommés pervers, ils ont en fait retrouvé le vieux fantasme de la fin du XIXe siècle, d'où était née la psychanalyse, à savoir il n'y a plus de famille. S'il y a quelque chose de nouveau qui s'y introduit, ça veut dire qu'elle va disparaître. C'était le grand fantasme de la fin du XIXe siècle, ça ne s'articulait pas autour des homosexuels, mais il y avait cette idée que si les femmes travaillent, c'est toujours les femmes ou les homosexuels ou les juifs, bon. Si les femmes travaillent, elles ne feront plus d'enfants et donc il n'y aura plus de famille. C'était aussi bête que ça. Là, c'était si les homosexuels font famille, à ce moment-là, il n'y a plus de famille biologique. Alors, puisque ça va être des enfants adoptés, faits par procréation. Simplement, on oublie que la famille n'est pas seulement biologique, parce qu'avec le divorce, les familles recomposées, les adoptions, les procréations médicales assistées existaient. Donc, ce fantasme, au fond, de la débiologisation était là. Alors, comment on en arrive à la question du genre? Ces travaux existaient depuis Simone de Beauvoir. Mais même un peu avant, ça avait commencé avant. Je pense que c'est Freud, même si c'était pas dit. C'est-à-dire, Freud et les anthropologues de la fin du 19e, on se rendait bien compte que la famille n'était pas que biologique, qu'elle était sociale, qu'il y avait du construit dedans, du biologique, etc. Et les travaux sur la construction, c'est-à-dire le genre, l'introduction de la notion de genre à côté de celle de sexe, on peut redéfinir. La différence des sexes est biologique, la différence de genre, elle est sociale, ça va, ou psychique. Et c'est l'idée que c'est construit par les sociétés. Ça a commencé, les premières études de genre, c'était Robert Stoller, le grand psychanalyste américain, c'était sur les transsexuels. C'est lui qui apporte ça. Pourquoi? Parce que tous ces phénomènes de bisexualité, de désir de changement de sexe, qui sont chez Freud déjà, sous d'autres formes, l'idée au fond de s'intéresser de nouveau à la différence entre la sexualité biologique, la sexualité construite, sociale, etc., c'est pas nouveau. Alors, ce qui a été nouveau, c'est pas une théorie de genre, ça a été en effet, comme toujours avec les avant-gardes, des choses tout à fait nouvelles, des travaux nouveaux, qui aux États-Unis sont l'héritage donc de Robert Stoller, qui a étudié les phénomènes donc de transsexualisme devenu aujourd'hui transgenre, à savoir ce phénomène très particulier qui était qu'est-ce qui fait qu'un sujet a la conviction absolue d'être né dans un autre sexe biologique que le leur. Ça n'est ni des pervers, ni des homosexuels, c'est tout à fait nouveau. C'est une vraie conviction. Alors, on peut considérer que c'est une conviction délirante. Il n'empêche que dans la vie sociale, puisque la chirurgie le permettait, il y a eu les premières opérations, etc. Alors ensuite, il y a eu tous les travaux américains qui ont fait du genre le primat de la différence des sexes. D'où cette idée que la différence anatomique ou biologique est secondaire et que l'autre prime. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, pour la simple raison que ça risque toujours de devenir un dogme. Il peut y avoir un dogme du tout biologique, un dogme du tout construit. C'est exactement comme l'approche de la folie. Voilà. 3 approches sont nécessaires. Sociale, puisqu'il faut bien faire quelque chose avec les fous dans la société, biologique, puisqu'il y a la chimie, et psychique. Bon. Il faut toujours ces 3 données. Mais on voit évoluer les idées toujours par les extrêmes, hein, c'est-à-dire il y a eu trop de tout biologique pour la sexualité, la différence des sexes, papa, maman, la famille c'est biologique, il faut un papa, une maman, bon c'est exagéré, ça ne va pas du tout parce que ça ne correspond absolument pas à la réalité, parce que sinon on n'aurait que des familles biologiques. Bon. Et il fallait un peu de genre là-dedans. Bon. Mais les travaux évoluent toujours par quelque chose d'assez extrême, et on a eu évidemment, elle est flamboyante, Judith Butler, à mon avis. Bon, elle a apporté quelque chose à un moment, c'est-à-dire il faut toujours avoir le souffle coupé quand on a quelque chose de nouveau. Au fond, même moi, quand j'ai lu les tout premiers textes de Derrida, c'était pas classique du tout. C'était beaucoup moins classique que Foucault.
En réalité, Foucault était un philosophe et un historien beaucoup plus classique que Derrida, parce qu'il ne faisait pas la langue. Je pense, je reviens à ça, que Derrida, avec son idée de déconstruction et surtout, était le plus littéraire des philosophes, qui me convenait moi beaucoup à cause de ça. Mais ça évolue toujours avec des extrêmes. Autrement dit, on hérite, au bout d'un certain temps, tout ce qui a été novateur devient dogmatique. Moi, je l'ai tellement vécu avec le lacanisme, c'était flamboyant, et puis à la fin des fins, il y a des sectes avec des dogmes. On le vit avec les féministes. C'est absolument la même histoire que les psychanalystes. À la fin des fins, on a des corpuscules qui se détestent entre eux, ça ressemble aux trotskistes contre les maoïstes, contre... Bon. Donc, aujourd'hui, je crois qu'on vit une époque où... pourtant ce n'est pas du tout mon style, il va falloir faire l'équilibre entre ce dont nous héritons. Parce qu'il faut hériter de tout. C'est-à-dire tout excès dans le genre finit par abolir la différence anatomique qui reste et qui existe. Et du coup, ces formidables études de genre qui ont été tellement bénéfiques, mais qui en même temps sont problématiques parce qu'on s'est mis à tout analyser en fonction du genre. Vous savez, comme dans les années 50, quand on analysait tout avec le marxisme. Un autre moment, on analysait tout avec la psychanalyse. Donc, alors, moi, une de mes caractéristiques, c'est que je ne sais jamais choisir mon camp. J'ai jamais su choisir mon camp. Et je dis toujours que les avant-gardes me plaisaient beaucoup parce que c'était novateur. Mais quand on me disait il faut lire Joyce et pas Balzac, je lisais Balzac en cachette. Si on me disait il faut lire Balzac et pas Joyce, je lisais Joyce en cachette. Et peut-être j'avais vécu ça aussi à l'université. Avant 68, c'était une horreur, les études de lettres, parce que justement, on n'avait pas le droit de lire après Mallarmé. Bon, on n'avait pas le droit, donc on lisait les modernes. Si on veut m'imposer les modernes, je lis les classiques. Pourquoi ? Parce que c'est toujours deux chez moi, ou deux ou trois. Je suis complètement incapable d'obéir à ce genre de choses. Et donc, il y avait toute cette curiosité. Je dirais qu'aujourd'hui, alors ce qui est fascinant dans ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu dans ce retour de conservatisme, écoutez, on est en période de contre-révolution, vraiment, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé en France après 1815, enfin, toute la période contre-révolutionnaire. On revient en arrière, pour les gens comme nous, ça nous paraît incroyable, que des femmes puissent avoir le désir de se voiler, de se soumettre à l'idéologie patriarcale, que des jeunes filles puissent défiler contre l'avortement et la contraception dans les rues, ça nous paraît totalement archaïque. Bon, ça l'est d'ailleurs. Mais il y a ce mouvement de l'histoire. Et la théorie du genre est devenue un très très grand fantasme, puisqu'on vit dans un monde de rumeurs à cause d'Internet. N'importe quoi peut être dit. Ça porte un nom, c'est la post-vérité, je ne sais pas comment on appelle ça, mais tout peut être dit. N'importe quelle rumeur peut marcher. D'où la rumeur qu'à l'école, on déguisait les petites filles en garçons, les garçons en petites filles. Ça n'a jamais existé. Voilà. Alors, si je reprenais ce que vous venez de dire, on pourrait résumer en disant, bon, il n'y a pas la différence des sexes, mais il y a de la différence des sexes. Il n'y a pas la famille, mais il y aura toujours de la famille. Voilà, il n'y a pas la famille avec un grand L, mais il y a de la famille. Ça, vous y croyez beaucoup? Ah ben évidemment. Le fait qu'on passe son temps à dire, elle est finie, elle se défait, il ne se passe plus rien, c'est abominable, plus personne n'a l'autorité familiale, si vous regardez la réalité, c'est absolument le contraire. D'abord parce que les homosexuels, puisqu'ils veulent y entrer, c'est que c'est quand même solide la famille. Bon. Sinon, on ne voit pas pourquoi ils y entreraient. D'autre part, ce qui, évidemment, est en voie d'extinction, c'est le mariage à vie et les femmes qui font 15 enfants avec le même homme. Ou, voilà. Ça, c'est plus du tout ce modèle. Mais qu'est-ce que c'est que les familles recomposées? C'est de la famille. La famille est organisée autrement. Mais c'est de la famille. Bon. Ça, c'est très solide. Et puis tant mieux. Ça prouve quand même que les gens ne sont pas fous, quoi. Puisqu'il y a cet environnement-là, qui est quand même la cellule de base de la société, en plus de l'économie. Non, sinon, en effet, l'humanité ne se reproduirait pas. Si vraiment
si vraiment le fantasme de la fin de la famille existait, les homosexuels ne voudraient pas y être, il n'y aurait pas de famille recomposée, les gens se quitteraient pas, je ne sais pas, c'est complètement aberrant. Mais ce qui est insupportable très souvent dans des moments de conservatisme, c'est l'idée qu'elle change. C'est-à-dire que ce pilier auquel on s'est accroché disparaît, c'est-à-dire que quelque chose de ce qu'on a aimé disparaît, ou de ce à quoi on s'est identifié disparaît. Par exemple, le débat sur la gestation pour autrui, il est quand même incroyable. La gestation pour autrui, elle se fait, c'est un don, c'est quelque chose qui se fait. Être contre, c'est une aberration. C'est une aberration. On peut toujours être contre. Si on a les moyens de la faire, on la fera. Alors, à partir du moment où la science a les moyens de faire quelque chose, il ne faut pas supprimer ce quelque chose qui est possible par la science, il faut l'encadrer. Le droit sert à éviter les excès. Qu'est-ce que c'est que d'éviter les excès? C'est reproduire de l'inceste. C'est ça la limite. C'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, il faut en effet empêcher, interdire, tant qu'on peut, que le sperme d'un père serve à faire un enfant avec sa fille, etc., etc. Il faut de l'hétérogénéité. Parce que les sociétés sont faites comme ça. L'interdit de l'inceste, il est dans toutes les sociétés. Il a une grande signification culturelle et biologique. C'est l'idée qu'on ne peut pas se reproduire entre soi, qu'il faut de l'extérieur. Ça va avec l'antiracisme. Une société doit être composée, non pas de l'en-soi, mais du mélange de tout. Ça a toujours été comme ça, de toutes les populations. C'est comme si on décrétait qu'il n'y a pas d'immigration, c'est la fin de l'humanité, mais il n'y aura jamais la fin de l'humanité. Bon. Donc au fond, tout ça est calqué, c'est-à-dire tous les moyens de faire naître des enfants vont exister. Et le problème, c'est le regret des gens qui ont vécu un autre type d'enfance. Et le problème, il ne faut pas avoir peur de ça, ça se fera. Et il y a la même terreur, avec l'idée que maintenant, on peut faire des amniosynthèses, qu'on sait d'avance quelles seront les maladies, mais c'est un progrès. C'est un progrès. La contraception, le contrôle des naissance, c'est un grand progrès. Enfin, il y a des femmes qui avaient 17 enfants. 17 ans, c'est pas des vies, ça. Bon, c'est pas vrai qu'elles le désiraient. Donc, je vois qu'il y a de la famille, mais elle change. Alors, on va revenir sur la question de la gestation pour autrui, de la procréation médicalement assistée, mais quand même, puisque vous parliez de ce moment de restauration ou de contre-révolution qu'on était en train de traverser, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que ça se joue sur la famille? Ça se joue sur la famille parce que la famille, c'est le pilier de toutes les... au fond de la société, j'allais dire. C'est biologique, social, psychique. On n'a jamais encore vu des enfants qui peuvent vivre sans famille du tout. J'inclus dans la famille les parents de substitution. Ça, j'ai beaucoup appris avec ma mère qui s'occupait d'enfants abandonnés à la naissance. Il faut des familles pour élever des enfants. Mais il ne faut pas des familles, il ne faut pas un papa, une maman. Il faut un substitut immédiat pour tout enfant qui naît. Il faut qu'il puisse avoir une relation personnalisée avec au moins un parent. Voilà, au moins un parent. C'est la sociabilité, et ça à la naissance. Tous les enfants d'orphelinat abandonnés à qui on donne le biberon et c'est trop collectif, ils ont des troubles épouvantables. Pourquoi? Parce qu'il faut une relation personnalisée. Pourquoi est-ce que ça se cristallise Parce que sur la famille, absolument. ça touche tout le monde. C'est un universel. C'est un universel. On vient tous d'une famille, on a tous un papa, une maman, je répète, pas forcément biologique, et on est tous, j'inclus même, moi, dans le signifiant famille, les couples sans enfants. Parce qu'il y a de l'enfant quelque part. Ils ont des neveux, des nièces, ils sont... La famille, et d'ailleurs, c'est pas un hasard si on dit ma famille politique, ma famille ceci, ma famille cela. C'est évidemment la première base de tout, et qui veut dire qu'on ne vit pas en solitaire dans la forêt, et encore, les animaux font famille, mais c'est pas la même, il n'y a pas d'ordre symbolique. Donc, oui, bien sûr, c'est toujours sur la famille. Et les grandes terreurs, elles sont toujours sur la famille. C'est étonnant quand même. C'est la disparition de la famille. Il y a eu cette terreur en Union soviétique, puisque l'État avait décidé d'élever les enfants
sans famille. Ça a donné des résultats catastrophiques, donc on a arrêté parce que ça n'a pas de sens. Mais ça n'a pas de sens parce que justement, il faut toujours quelque chose de personnalisé dans l'apport. On le sait. Donc de toute façon, tout ça, ça se fera. Alors il faut l'encadrer. Alors justement, parce que vous dites simplement pour la gestation pour autrui, il suffit d'interdire l'inceste. Mais on entend bien de la part des opposants à la légalisation qu'il y a la peur de la marchandisation du corps de la femme. Et ça, c'est pas rien, c'est pas quelque chose qu'on peut balayer d'un revers de main. Bien sûr. Si on n'encadre pas, il y aura encore plus de marchandisation. Vous voulez dire, si on se contente d'interdire, il y aura... Évidemment, parce que ça se fera d'abord ailleurs, ça se fera clandestinement, et donc, à partir de ce moment-là, en effet, on achètera un ventre en Inde d'une fille qu'on paye. La réglementation n'empêchera pas ça, mais c'est quand même un peu mieux. C'est quand même un peu mieux d'avoir une réglementation. Donc, je crois que ce qui est sauvage est moins bien. Voilà. C'est mieux d'encadrer, même d'avoir recours à des associations, des institutions, parce qu'on cherche une femme avec des contrats, avec des possibilités quand même. Parce que gestation pour autrui, c'est pas du tout la même chose que le don de sperme. Hein. Il y a vraiment deux mères. Donc, évidemment qu'il faut faire tout ça. Je ne dis pas que ça sera la panacée, mais c'est mieux que rien. C'est toujours mieux que rien. Alors, il y a un argument qu'on entend... C'est mondial en plus. Aujourd'hui, tout est mondial. Si vous l'interdisez dans un pays, on va le faire ailleurs. Ensuite, les enfants reviennent, ils n'ont pas de filiation, c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas d'État sans filiation. Donc je ne vois pas du tout, il ne faut pas avoir peur de tout ça. Alors maintenant, c'est pas parce qu'il y a un interdit de l'inceste, c'est pas un interdit, c'est pas la prohibition réelle, c'est un interdit psychique. Aujourd'hui, des couples incestueux ne sont pas poursuivis par les tribunaux, comme c'était le cas avant. La seule chose qui reste sur les couples incestueux, mère, fils et père-fille, c'est que s'il y a un enfant qui naît de cette relation, il est forcément né d'un seul, parce qu'on ne peut pas reconnaître un inceste. C'est-à-dire qu'un enfant né d'une relation du père et de sa fille, il est déclaré automatiquement de la mère. Enfin, c'est-à-dire de la fille, il est né de père inconnu. Je pense que ça, il faut que ça reste, parce qu'il faut quand même ne pas institutionnaliser la relation incestueuse. Mais ça pose des problèmes aujourd'hui, puisque l'inceste n'est pas poursuivi devant les tribunaux. Quel va être le destin de cet enfant ? Voilà, c'est un vrai problème. Et vous regrettez que ce soit plus poursuivi dans les tribunaux ? Peut-être pour les enfants, ce serait plus... non. Ce serait peut-être plus simple pour les enfants de ça. On ne peut pas poursuivre devant les tribunaux au nom de quoi ? Justement, j'en viens au nom de l'intérêt de l'enfant, de l'intérêt psychique de l'enfant. On poursuit devant les tribunaux les délits et les crimes. Dans les cas d'inceste consenti, je ne parle pas là de viol, il ne faut pas confondre. Hein. S'il s'agit d'un abus sexuel par un parent sur un enfant, c'est criminel. Voilà. S'il s'agit d'un couple, mettons 20 ans, 40 ans, 30 ans, 50 ans, majeurs, adultes, vaccinés, il y en a qui ont une histoire d'amour et des enfants. Quel est le fondement ? Il faut porter plainte. Contre qui porte plainte ? Le cas d'Anaïs Nin, qui a une relation sexuelle avec son père, ça ne relève pas des tribunaux. Alors, après, s'il y a des enfants, c'est un vrai problème. Ils ne sont jamais heureux, ça c'est sûr. Hein. C'est toujours une tragédie. Donc, sur ce plan, Édipe, voilà, c'est une tragédie. Mais un couple incestueux, consentant, frères et sœurs encore plus, qu'est-ce qu'on peut poursuivre devant les tribunaux ? Dans l'intérêt de l'enfant, bien sûr, on peut dire ça. Mais si on continue dans l'intérêt de l'enfant, on va par exemple faire des castrations chimiques de tous les pervers, de tous les psychotiques. On va conseiller par exemple à un couple de fous de ne pas avoir d'enfant, parce qu'il sera fou. Un, il ne sera pas forcément fou. Et deux, on ne peut pas au nom justement des droits de l'homme. Donc il faut faire autrement. Voilà.
Alors c'est comment faire autrement pour l'intérêt de l'enfant? Il va chez le psychanalyste, il n'y a pas le choix. Parce qu'il a des troubles. Un enfant né d'inceste a des troubles. Oui, mais alors un enfant, prenons des cas beaucoup plus lambda, heureusement, comme la procréation médicalement assistée, qui est aujourd'hui légale en France sous certaines conditions. Est-ce que par exemple l'intérêt de l'enfant joue là-dedans? Est-ce qu'il faut dire à l'enfant certaines choses sur son origine? À quel moment la question de la vérité surgit dans ces familles? Parce qu'on dit qu'il y a toujours de la famille, mais comme c'est plus tout à fait la même famille, il y a peut-être des choses à dire. C'est l'équivalent de quand autrefois une femme faisait un enfant avec son amant et que la paternité était endossée par le père. On n'avait pas les moyens de le savoir. Et donc, c'était exactement le même cas de figure. Alors, toute l'expérience de la psychanalyse d'enfant, toute l'expérience de la psychologie de l'enfant montre depuis 60 ans, plus encore, qu'il est préférable de dire la vérité. On a tout essayé pour ne pas la dire, parce qu'après tout, un enfant né de procréation médicale, il est exactement comme un autre. Sauf qu'on s'est rendu compte que leur inconscient savait. Et cliniquement, on s'en rend toujours compte. C'est-à-dire, un enfant dont on a caché l'origine, il a des troubles spécifiques, très tôt. Il dit maman et pas maman. Or, c'est pas tout à fait ça. Sa mère est bien sa mère. Mais ça veut dire qu'il n'est pas le même enfant que le père. C'est d'ailleurs incroyable. C'est quelque chose d'incompréhensible. Comment les enfants sentent quelque chose d'étranger en eux. C'était tout à fait valable autrefois quand il y en avait un qui était, Balzac montre très bien ça, qu'il y en avait un qui était un enfant dit adultérin, qui n'avait pas le même statut, mais dont la paternité avait été endossée par le père, il se sentait différent. C'est bien la preuve de l'inconscient. Donc, il vaut mieux dire, mais il ne faut pas dire à n'importe quel âge, n'importe comment, parce qu'ils peuvent refuser la vérité. Et quand il s'agit de procréation médicale assistée, c'est beaucoup plus simple, parce qu'il n'y a pas de péché. Il n'y a pas maman a trompé papa, il n'y a pas le secret de famille. Au fond, c'est beaucoup plus simple, puisque c'est l'idée qu'il y a de la stérilité, qu'on a eu un recours à la science parce qu'on le désirait vraiment. On dit il est beaucoup plus désiré. Tandis qu'un enfant adultérin auquel on a caché la vérité, c'est un enfant accident. Donc, au contraire, moi, ça me paraît absolument évident. De toute façon, il faut dire. Mais dire, ça ne veut pas dire tout, raconter n'importe comment à n'importe quel âge. Mais enfin, pour les procréations, c'est évident. C'est évident. Alors j'ai une petite question qui est un peu une incise, ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'archaïsme, ce qui nous semble archaïque aujourd'hui, et en même temps, je vous pose la question parce que c'est très neuf, on voit arriver une critique de la PMA, de la GPA, par les tenants de la décroissance, dont on ne sait plus d'ailleurs s'ils sont à gauche ou à droite. Parfois, ce sont des grandes familles qui se rejoignent, le catholicisme, la critique anti-moderne, la décroissance. C'est assez neuf et c'est pourtant très archaïque. Ben oui, c'est comme l'extrême droite qui a revendiqué le féminisme, ou les religieux qui font des féministes avec des femmes qui portent le voile, c'est-à-dire le symbole de la soumission, et qui dit on est très très content d'être comme ça. Bien sûr, c'est-à-dire tout ce qui a été émancipateur peut être repris en farce, en son contraire absolu, tout peut être utilisé. Ça c'est notre époque, hein. Vous avez absolument, je vois beaucoup défiler sous ma fenêtre toutes les manifestations. Il y a vraiment aujourd'hui, c'est assez étonnant, des jeunes filles et des jeunes gens qui manifestent contre toute contraception, contre eux-mêmes, contre le plaisir sexuel, contre eux-mêmes. On se demande toujours quand on regarde ça, mais comment ils font l'amour, enfin bon. Alors que ça a été vécu comme une difficulté autrefois. Et en effet, se rejoignent alors, c'est comme en politique, des souverainismes de droite, même de droite extrême, rejoignent des souverainistes de la gauche extrême. Il n'y a qu'à voir la revue Éléments. Il y a une jonction qui, pour ma génération, en effet, il faut réfléchir. C'est-à-dire, pourquoi ce qui a été... D'abord, pourquoi, à certains moments, un signifiant politique... Là, je prends le souverainisme parce que ça a à voir avec la famille. C'est la terreur de la perte
de la souveraineté de la nation qu'il est la prolongation de la terreur de la perte du père. C'est-à-dire c'est la terreur des sociétés individualistes horizontales, qui ne sont plus dans une cohésion sociale et collective, c'est vrai, et c'est la perte du vertical, c'est-à-dire il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus rien. Ben si, il y en a, mais c'est plus la même, on la voit pas. Mais c'est exactement la même chose. La reprise de ça, il y a une terreur qui est un changement qui se retrouve en politique. C'est la même chose que sur la famille. On a peur de ne plus avoir une bonne famille chez soi, avec un territoire, les fromages bien français sans importation, et du coup on a peur de l'Europe. Alors maintenant, quelle réponse à donner à toutes ces peurs? Là aussi, je pense qu'il y a des moments où il faut aller en arrière. Parce que la société n'est pas prête à tout. Parce qu'il ne faut pas qu'on risque non plus le fascisme. Si, par exemple, pour le moment, je crois qu'il faut faire une pause sur la GPA. Mais attention, si on fait une pause sur la GPA, les travaux continuent, on ne peut pas interdire les chercheurs de chercher. Donc le jour où il y aura une situation plus stabilisée, ça se fera. Il y a des moments où il faut faire des pauses, je pense. De la même façon, pour l'Europe, on a peut-être fait l'Europe politique trop vite par rapport à une certaine situation. Et en effet, en ce moment, on vit un retrait dans tous les domaines. Et c'est pour ça que ça se rejoint aux deux extrêmes. On voit en effet des gens qui ont été très très progressistes et qui reprennent des thèses qui nous paraissent tout à fait d'extrême droite. Et puis, en même temps, ceux qui refusent ce souverainisme, évidemment, il y a plusieurs mouvements aussi. Il y a l'ultralibéralisme, pour eux, il n'y a plus rien. C'est même pas, au fond, ils s'en fichent. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'en fichent complètement de ce qu'est la famille. Les vrais ultralibéraux, ils accordent le mariage homosexuel comme on veut. Tout. En Angleterre, on a vu ça. GPA, tout est organisé. Parce qu'ils n'ont pas la peur de la perte de la famille, ils ont la peur de la perte du marché, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et puis, il y a évidemment des libéraux sur les mœurs, dont je fais partie. On essaye d'équilibrer les choses, parce que là, on est dans un excès, à mon avis, d'économie libérale qui est meurtrier pour... Le marché sans limite, il est meurtrier. Mais ce n'est pas la peine contre le marché sans limite de prôner pas de GPA parce que c'est le marché. Ben non, tout dépend. La science peut devenir meurtrière, mais il faut l'encadrer. Voilà. Mais c'est un problème toujours politique, ça correspond à une époque. On est dans une époque de terreur, de la perte des frontières, de la perte des nations. Ça c'est vrai qu'on change d'époque. De la perte des limites, de manière générale. Ben oui, mais ça existe. Il n'y a plus le communisme, il n'y a plus l'engagement politique des masses. Je pense que c'est une très grande perte, mais c'est comme ça. Et donc c'est remplacé par du religieux. Alors justement, revenons à ce désir de verticalité dont vous disiez qu'il était finalement encore assez structurant pour ces mouvements d'extrême gauche ou d'extrême droite, dont vous disiez qu'ils se rejoignaient en ce moment. Il y a une hypothèse qu'on pourrait faire quand on voit le monde contemporain et la situation française et la situation mondiale, c'est-à-dire symptomatique chez nous serait quelqu'un comme Éric Zemmour, qui parle de la perte de l'homme, de la place de la virilité dans nos sociétés. Symptomatique, Trump, qui arrive au pouvoir aux États-Unis en tenant des propos extrêmement sexistes, et d'une peur de la perte de verticalité, symptomatique d'une déperdition de cette idée de la famille patriarcale, qui serait liée, pourquoi pas, à l'émancipation des femmes. Est-ce qu'au fond, tout ça n'est pas un retour de bâton de la libération des femmes, de l'émancipation des femmes? Des homosexuels aussi. Ça va ensemble. Les homosexuels sont conçus, sont regardés comme des femmes. Les homosexuels, pourquoi il y a toute cette discrimination? Parce que c'est surtout l'homosexualité masculine qui est la plus considérée comme abominable. C'est toujours. Pourquoi? Parce qu'un homme qui se transforme en femme, c'est pire pour toute cette idéologie que des femmes entre elles. Il y a ça. Maintenant, moi je ne confonds pas l'extrême gauche et l'extrême droite. Je dis il y a des thèmes qui se rejoignent, mais l'extrême gauche, il ne faut pas la comparer à l'extrême droite, parce qu'il y a une générosité quand même. Non, mais disons qu'il y a des passages, alors on va dire plutôt. Il y a des passages. Il y a des passages. Bon. Alors,
je crois qu'il y a un autre élément, puisque vous parlez de Zemmour et de Trump. On est dans des sociétés dans lesquelles, avec la perte de cette verticalité et de ces souverainetés, il y a aussi une perte de frontières entre ce qu'on peut classer dans les travaux savants, académiques, universitaires, sérieux, et puis les charlatans. Les charlatans qui s'emparent des idées pour raconter n'importe quoi, c'est-à-dire où il n'y a plus de vérité du tout. Autrement dit, je ne confonds pas le débat Sartre-Aron avec Zemmour et Gaucher, enfin, ou un intellectuel. Bon. On a aujourd'hui, moi je les lis les livres, peut-être pas vous, moi je les lis. Bon. Les livres de Zemmour, c'est simple, c'est 800 erreurs dans un livre. Voilà. Mais à un point tel qu'on est confondu par la bêtise, l'ignorance, l'illettrisme de tout ça. Donc, comme on est dans une société très médiatique, on met tout sur le même plan. Ça, c'est à mes yeux un vrai problème. Et il va y avoir un retour de bâton. Bon. Alors, vous avez raison, Zemmour, c'est Trump. Parce que Trump, il est hors système aussi. C'est-à-dire, ce sont des charlatans qui trompent le peuple, comme on disait autrefois, en débordant les partis, les systèmes, les institutions, avec comme signifiant majeur tous pourris. Voilà. Qu'est-ce qu'a fait Trump? C'est pas un républicain classique. Il a transgressé toutes les règles de son parti. Hein. Il a réduit la diplomatie au tweet, c'est-à-dire va te faire enculer, je t'encule, je t'emmerde. Bon. C'est ça la politique. Donc c'est la dissolution des institutions. Et nous sommes en très grand danger, à mon avis, de ça aujourd'hui. C'est-à-dire le rejet de l'élite, le rejet des classes politiques, le rejet des académies, des institutions. Ça amène le fait que ces institutions vont, au fond, se scléroser pour conserver de façon évidemment assez critiquable l'ordre ancien face à cet assaut de nullité vanté par les médias et au détriment en effet des vrais savoirs. Ça c'est très inquiétant. C'est-à-dire, moi je fais partie des gens qui considèrent qu'on ne peut pas faire de politique sans des partis. Voilà. C'est impossible. La dissolution des partis, c'est la dissolution de la politique. Pourquoi? Parce que les partis, c'est pas le népotisme, c'est pas les bras en croix de venez à moi, c'est pas des gourous, des charlatans. Ce sont des représentants de la nation. Que les partis changent, que le système puisse changer, mais ça oui, mais l'idée qu'il n'y ait plus de représentativité, là, c'est la fin de la démocratie. Ça n'arrivera pas, il n'y a pas de fin. Mais tendanciellement... Pourquoi ça n'arrivera pas? Parce que ça se muera en dictature. Et contre les dictatures, il y aura des luttes. Voilà. Si un pays... alors, ça menace les vieux pays occidentaux, mais ces vieux pays occidentaux ne sont pas du tout dans la même situation que les pays du Moyen-Orient, où la démocratie n'a pas existé. Où on tentait de passer d'un système dictatorial à un système démocratique, ça ne marche pas. On a quand même un consensus dans les pays occidentaux, les pays de vieille démocratie, il y a quand même, on sait ce que c'est. Voilà. Donc s'il y a des débordements, on a quand même le passé, on sait qu'il y a eu Hitler, on sait qu'on a la mémoire de ça, et on sait que si ça commence à franchir des bornes, je pense, je suis quand même optimiste, qu'il y aura des réactions très fortes contre ça. On n'est pas un pays tribal, les États-Unis non plus, c'est pas du tribalisme, c'est pas du communautarisme, il y a un sens quand même des représentativités, même si elles sont horizontales. Donc mais on n'est pas préservé d'accidents, c'est-à-dire Trump, c'est un accident. Bon. Si on prend la vie politique et sociale comme un laboratoire, on va voir ce que donne cet accident. Voilà. Il y a déjà 1 million de personnes dans les rues. Je ne crois pas qu'il ait le pouvoir absolu. Je ne crois pas au bouton de la guerre atomique comme ça. Tout peut arriver, mais quand même. Voilà. Je ne crois pas que les pays occidentaux vont devenir la Libye. Parce qu'il y a la mémoire de ce qu'on a été. Et puis, il y a autre chose avec quoi je ne suis pas d'accord. C'est quand on dit tous les pays qui ne sont pas occidentaux, au fond, ils n'ont pas envie de devenir démocratiques, ils rêvent d'un dictateur. Non, non.
tous les mouvements de libération se sont toujours faits au nom de plus de liberté, plus d'égalité. Toujours, il faut les deux. On n'a pas toujours les deux. Mais je ne crois pas du tout que ce soit réservé à l'Occident. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe. Maintenant, ça peut échouer à certains moments. Je dirais là, pour être un peu freudienne quand même, que sur le plan quasi pulsionnel, c'est vrai que les peuples, quand ils ne sont pas à Valmy, quand ils ne sont pas dans la Révolution, et je prends la Révolution avec toutes ses dérives, hein, quand ils ne tendent pas vers un idéal de liberté, d'émancipation, alors ils sont fascistes. C'est-à-dire reviennent les vieilleries, les vieux archaïsmes, et à ce moment-là, pour répondre à votre question, on attaque les femmes, les juifs, les homosexuels. C'est absolument tout le temps la même chose. Bon. Les juifs ou les arabes, hein, mais c'est-à-dire c'est toujours un bouc émissaire. Alors aujourd'hui, il y a une situation inédite, parce qu'on a des juifs racistes et des arabes antisémites. On a toujours eu ça. On a toujours eu des homosexuels homophobes, des féministes antiféministes. Donc il y a toutes les figures sont possibles de tout ça. Mais je crois quand même que on a plus de contre-pouvoirs dans les pays occidentaux. En tout cas, je l'espère. Je ne vois pas, moi, l'effondrement total dans la décadence, la barbarie. C'est pas si simple. Hein. Et puis, la chute de l'Empire romain, ça a duré 2 siècles. On a un petit peu de temps devant nous. Oui. Elisabeth Romanesco, pour revenir à la psychanalyse. Justement, mais que peut alors la psychanalyse quand on sent un désir de fascisme ? Ben, vous savez, là, la psychanalyse, compte tenu de toutes ces transformations de la société, elle a perdu quasiment tous ses pouvoirs. Alors, c'est assez compliqué à expliquer, mais je vais quand même essayer. La psychanalyse, c'est vraiment la possibilité de l'intériorisation des problèmes, de se guérir soi-même de quelque chose. Ça s'était étendu à toutes les maladies mentales, notamment la psychiatrie. Or, la psychiatrie, elle est devenue totalement biologique dans tous les pays du monde. On considère, il y a aussi là des alternances. L'idéal, c'est quand on considère que la névrose, la psychose, c'est-à-dire les maladies de l'âme en général, toujours triple approche, biologique, sociale, psychique. Il y en a toujours un qui s'effondre. C'est un peu comme liberté, égalité, ça ne va jamais ensemble. Bon, eh bien, c'est ça. Il y a eu des moments, en France, à l'étranger aussi, il y a eu des moments privilégiés, je pense, 1945, 1980, l'entre-deux-guerres aussi, où le lien entre le social, le biologique et le psychique ont été faits par la jonction de la psychiatrie, de la psychanalyse et de la prise en charge sociale. Aujourd'hui, non, c'est fini. On donne des médicaments. Très bien, c'est formidable, c'est extrêmement efficace, simplement ça ne suffit pas et on est en train de s'en apercevoir. Donc la psychanalyse, elle s'est un peu recroquevillée sur ce qu'elle était au tout début, c'est-à-dire les classes bourgeoises, riches, libérales. Ça se pratique plus en libéral et beaucoup moins en institution, sauf avec les enfants. Parce qu'avec les enfants, le biologique, le social, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Bon. On ne peut pas quand même droguer les enfants, même si on a envie de le faire, c'est plus compliqué. Donc il reste une approche de ce côté-là. Je dirais aussi que les psychanalystes ont une responsabilité considérable dans l'épuisement de leur discipline et de leur pratique. Ils sont devenus extrêmement réactionnaires. Et notamment, dans le monde entier, je pense que ils sont devenus extrêmement réactionnaires. On aperçoit maintenant un changement. C'est-à-dire, mais, par exemple, j'ai toujours considéré comme une faute majeure, gravissime de la part des psychanalystes, de ne pas vouloir prendre parti sur les transformations de la famille et de hurler avec les loups du côté de la perte du père. Parce que s'il y avait une profession concernée par les transformations de la famille, c'était eux. Il fallait être progressiste. Pourquoi il fallait être progressiste ? Parce que un psychanalyste, alors là je parle sur le plan clinique, pas sur le plan culturel, parce qu'il y a aussi une culture psychanalytique. Celle-là n'est pas en danger. Elle est passée dans tous les pays du monde. Vous n'avez pas une seule émission de télévision où quand on parle des crises politiques, on ne dit pas meurtre du père, lapsus, l'inconscience. C'est incroyable, c'est passé dans toutes les cultures occidentales. Voilà, il suffit qu'il arrive
une affaire sexuelle, une affaire tout ce qu'on veut. C'est le vocabulaire de la psychanalyse qui domine la culture. Mais les psychanalystes, ils se devaient de ne pas être réactionnaires pour une simple raison. C'est que, du point de vue clinique, ils ont affaire à des gens en souffrance. Comment, quand un psychanalyste vomit les homosexuels, dit qu'ils peuvent pas, que c'est des mauvais pères, que c'est des pervers, qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, qu'est-ce qu'ils font dans leur... Ils reçoivent un homosexuel en analyse, c'est impossible. C'est absolument impossible. Et donc, on ne peut pas autant... je reprocherais... on ne peut pas être neutre en politique dans sa vie, je ne reproche absolument pas à un psychanalyste d'être de gauche ou de droite. Mais qu'il fasse des grandes déclarations sur le changement des mœurs, ça interdit un type de clientèle. Donc, que fait un homosexuel quand il a vu son analyste faire des déclarations contre lui? Bon, c'est très simple. Moi, je leur réponds, vous allez voir un autre analyste qui n'en a pas fait, parce que c'est impossible. Bon. On a eu ça aussi à une certaine époque, quand il y avait des militants communistes qui avaient envie de se déstaliniser, parce que se déstaliniser de l'engagement. Quand on avait des chrétiens, des catholiques qui voulaient quitter la foi, enfin, qui avaient des problèmes avec tout ça. Il ne faut pas qu'ils aillent voir un anticommuniste notoire, parce que la neutralité, ça sera pas facile. Il faut à ce moment-là trouver quelqu'un avec qui il y a un feeling, qui est capable d'écouter ça. Il ne faut pas non plus aller voir l'extrême inverse. Donc le psychanalyste en tant que clinicien doit tenir une position qui fait qu'il soit il accepte tout le monde parce qu'il est suffisamment lui-même analysé pour ça, pour ne pas jouer les pédagogues et la tentation de remettre les gens là où il voudrait qu'ils soient. Et il faut savoir refuser aussi. Quand on n'est pas capable de prendre un patient. Les fascistes, ils viennent rarement en analyse. Enfin, bon. Donc il n'y a pas beaucoup de danger parce qu'ils ont peur ils continuent à avoir peur de tout ça. Donc les patients fascistes, c'est rare. C'est rare. Alors, sauf en institution quand ils commettent des délits. Bon. Mais en privé, non. Mais que des psychanalystes aient pu déclarer en groupe, à 70% dans ce pays, que le Pax et le mariage des homosexuels, c'était la fin de la famille, que c'était contraire au complexe d'Édipe, ce qui est une absurdité totale. Hein, parce qu'à ce moment-là, il faut changer le complexe d'Édipe. Parce que si une conceptualité ne colle pas à une réalité, on ne peut pas la penser avec cette conceptualité. Mais donc, ça a été, du coup, ça a fait basculer les psychanalystes du côté au fond, de quelque chose d'obsolète. Voilà. Et ça a entraîné cette idée que c'était déjà dans Freud. Oui, voilà, j'allais vous dire pourquoi est-ce qu'ils ont pu se placer comme ça comme des experts? Est-ce que c'est dans le corpus psychanalytique qu'il y a cette norme ils étaient déjà devenus, ils avaient occupé la position d'avant-garde, notamment avec le renouveau lacanien, c'est-à-dire la psychanalyse a été une doctrine d'émancipation pendant la première moitié du siècle. Elle a d'ailleurs été attaquée par les églises, tout ce qu'il y avait de conservateurs. C'était un paradoxe puisque Freud était quand même un conservateur, enfin en politique, donc c'est pas... c'est certain qu'à partir du moment où dans la deuxième moitié du siècle, ils sont apparus pour le contraire de ce qu'ils avaient été, ça ne va pas. Ils ne peuvent pas apparaître pour des garants d'un ordre moral ancien et surtout qui discrimine. C'est pas possible. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont perdu la main aussi. Mais c'est pas la seule causalité. Voilà. Je pense aussi qu'il y a eu chez beaucoup de psychanalystes un dogmatisme de chapelle. Ils se sont, comme toutes les avant-gardes, mis en chapelle, se sont battus entre eux, sans avoir plus du tout, ils se sont communautarisés, ils n'ont plus du tout d'idéal commun de quelque chose. On a vu les lacaniens, les freudiens, les kleiniens ailleurs se battre entre eux de façon exagérée, comme les maoïstes, les trotskistes et tout ça. Et ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Et puis à un moment donné, comme toujours dans ces cas-là, ils sont devenus illettrés, quoi. C'est-à-dire il n'y avait plus de culture, il n'y avait plus rien, ils n'apprenaient plus rien. Et ils ont été alors fortement concurrencés par la chimie d'un côté, par la multitude des psychothérapies de l'autre. Alors maintenant, pourquoi est-ce que toute une frange de
d'antifreudiens radicaux se sont mis à accuser Freud de ce que faisaient les psychanalystes aujourd'hui. Ça, pour moi, c'est absolument fascinant. Quand j'ai vu que les associations de parents d'enfants autistes attaquaient Freud, qui n'a jamais prononcé le mot autisme autrement que pour parler de l'auto-érotisme. Bon, jamais, Freud n'a jamais... on accusait Freud d'être homophobe, par exemple. Bon, c'est pas vrai. On a accusé de tout. Il n'était pas tout ça. Voilà. Donc, on revient toujours au fondateur de l'origine pour l'accuser de tous les maux de l'époque. Alors que, en ce sens, le livre noir de la psychanalyse, c'est un espèce d'énorme livre qui prend tous les aspects, c'est un fourre-tout. Hein. Oui, c'est un livre collectif. Oui, mais ça associe des choses très différentes. Il y a des historiens antifreudiens américains, il y a des cognitivistes français, il y a des imbéciles, alors en pagaille, hein, il y a quand même un article dans ce livre-là qui est probablement un des plus stupéfiants à mes yeux, c'est quand Françoise Dolto est accusée d'avoir fabriqué les banlieues, les territoires perdus de la République à cause de son laxisme. Elle est morte en 88. Elle ne peut pas être... J'ai beaucoup entendu ça. C'est la faute à Dolto si aujourd'hui il y a des problèmes de délinquance parce qu'elle a été laxiste et qu'elle a appris à des générations de parents à être laxistes. Non seulement elle n'était pas laxiste, mais elle était chrétienne. Elle était alors évidemment pas du tout non plus pour la dissolution de l'ordre familial, mais elle n'était pas, au fond, si elle avait vécu l'époque d'aujourd'hui, elle aurait dit, comme il faut des parents, que ce soit des femmes, des hommes, ça va du moment qu'il y a des parents. Ça, c'est la position du moment que les enfants ne sont pas abandonnés, bon, etc. Donc et aujourd'hui, on accuse rétrospectivement tous les psychanalystes d'être responsables d'une actualité. Ça revient à dire Napoléon préfigure le génocide, des bêtises comme ça, toutes ces bêtises-là, vous les avez fait chez Michel Onfray. C'est l'idée de... C'est quand même comment dirais-je, un révisionnisme historique alors qui fonctionne toujours de la même façon. On appelle ça l'anachronisme. Hein. C'est-à-dire, vous avez des imprécations dans Saint Paul contre les Juifs, donc Saint Paul est antisémite. Vous voyez bien que ça ne va pas. Bon, ça ne va pas parce que c'est pas la même époque, c'est pas les mêmes Juifs, c'est l'antijudaïsme. Donc, l'histoire anachronique, par exemple, si on dit les guerres napoléoniennes ont fait beaucoup plus de morts que le génocide. Ben, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on a la caractéristique d'un génocide? Absolument pas. Et on passe de là en disant, finalement, Napoléon, c'est pire qu'Hitler. Vous voyez bien que ça ne colle pas, ce genre d'analyse. Parce qu'à ce moment-là, tout est dans tout et on ne peut plus nommer les choses. Et donc, on en est arrivé là, en effet, avec cette espèce de folie antifreudienne, mais qui, à mon avis, vire à sa fin. Hein, parce que c'est trop, ça va revenir autrement. Mais aujourd'hui, ça me paraît la veine est un peu épuisée. Mais est-ce que vous voyez quelque le nombre chose d'injures que j'ai pris, moi, dans le dictionnaire des injures, je me serais intéressée à un autre domaine, c'est moi. Bon, dernier mot quand même, il y a des penseurs qui gênent et qui gêneront toujours. Voilà, Marx, Freud, Einstein, Darwin. J'ai essayé de recenser un peu sur Wikipédia tous ceux qui avaient le plus d'injures. C'est très intéressant. Tout ce qui veut changer la société, donner un regard nouveau à l'histoire de la biologie, c'est quand même toujours articulé autour de on va changer notre être. Voilà, notre être. On descend du singe, quelle horreur. On va changer la société, quelle horreur. On va changer la famille, quelle horreur. Bon, c'est toujours lié au même signifiant. Et puis le signifiant juif est évidemment phénoménal dans tout ça. Ça existe quand même. D'accord, Darwin n'est pas juif, mais il prend les mêmes injures. Je suis quand même très frappée de voir qu'il y a l'antisémitisme même s'il n'y a pas de juifs. Voilà, je vais le dire comme ça. Mais c'est les mêmes arguments. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose changer quand même dans la psychanalyse aujourd'hui, ou est-ce que finalement, depuis le livre noir de 2005, rien n'a bougé? Oh, c'est du temps long. On n'a pas attendu le livre noir de 2005 en France pour que la psychanalyse soit au déclin. Ce déclin a commencé aux États-Unis dans les années 70. Ça va bouger, mais c'est pas comme ça. C'est-à-dire,
ce qui est certain, c'est que ce qu'a apporté la psychanalyse est devenu énorme. Toutes les psychothérapies dérivent de la psychanalyse. Toutes les psychothérapies. C'est-à-dire 500 écoles de psychothérapie. Donc l'idée de soigner son psychisme, il est partout. Et la discipline reine, c'est Freud. Même quand on est coach aujourd'hui, même quand on fait du coaching, qu'on fait de la thérapie de groupe, il y a Freud, il y a l'idée de ce changement. Donc je dirais que ce qui est vraiment complètement changé, c'est ce modèle de la cure d'Yvan Fauteuil qui reste pour certaines personnes, mais je dirais qu'il y a une espèce d'atomisation tribale de toutes les médecines de l'âme. Et ça, c'est considérable. Je ne connais plus personne qui n'a pas à faire, à un moment donné de sa vie, soit à la chimie, soit à la psychothérapie. Donc c'est devenu ça. La psychanalyse qu'on a connue, très intellectuelle, avec toute sa culture, oui, c'est en baisse. Mais il y a autre chose qui naît. Par exemple, si on prend l'Amérique latine, pas seulement l'Argentine, mais toute l'Amérique latine, c'est très frappant. Les psychanalystes survivent extrêmement bien en faisant toutes sortes de choses qui ne sont pas de la psychanalyse au sens classique. Thérapie de couple, coaching, toutes sortes d'activités, et puis avec un mélange éclectique de toutes les écoles. Non, ça survit. Ça survit. Ce qui est plus en danger, c'est la France. C'est bien pire en France. C'est le pays qui a été probablement le plus freudien du monde. Grâce à Lacan et à cette époque novatrice, c'est probablement celui où les psychanalystes ne se sont pas encore remis du choc de leur humiliation d'être au milieu des psychothérapies. Donc c'est le pays où il n'y a pas de renouveau. C'est aussi le pays, je parle pour moi, mais c'est vrai, où il n'y a pas d'historien de la psychanalyse. Je suis un peu seule. Et où les psychanalystes n'acceptent pas leur histoire. Alors que dans tous les autres pays, c'est fait. C'est fait. Donc là, ne pas accepter son histoire, ça ne permet pas d'avancer. Cette espèce de... On ne veut pas savoir ce qui s'est passé, ça ne nous intéresse pas. Retour à l'exclusivité de la clinique. On ne peut pas, parce que pour rénover quelque chose, il faut repasser par l'histoire. Là, la France, qui était en avance, si je peux dire en avance entre guillemets, est en retard de 30 ans. Vous avez signé en 2012 un appel à sauver la psychanalyse avec Alain Badiou, et vous disiez à ce moment-là, il faut faire attention parce que le sujet est en danger. Oui. Ça veut dire quoi? Ah ben partout. Alors ça, c'est pas seulement ici. Oui, qu'est-ce qui est dissous aujourd'hui? C'est le psychisme. Voilà. Il est dissous, même en politique, on est soit biologique, soit social. Au fond, la gauche veut changer l'homme par du social, la droite dit tout est inné et on doit rester, je schématise, et on peut faire que de petites modifications, et la subjectivité au sens freudien, on s'en occupe pas. Quel est le programme des hommes politiques aujourd'hui? Soit le social, alors soit les mœurs, c'est vrai, mais les mœurs, dans quel sens? Les droits. Mais l'idée qu'on ait un sujet psychique, au sens de psychanalyse, oui, c'est un danger. Le sujet est en danger, je suis complètement d'accord. Soit il est biologique, soit il est social. Et c'est un rapport, vous pensez, avec le désir de fascisme dont on parlait tout oui, à l'heure? c'est un rapport. C'est un rapport parce que la subjectivité, c'est quand même le moyen, même s'il y a l'inconscient quand même, de réfléchir sur soi-même. Bon, quand on a des foules, des hordes qui votent Marine Le Pen simplement parce que ça va pas, parce que ça ne va pas, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. S'il y a cette espèce de pulsion, de détestation, c'est un problème. Et il est en danger de ce côté-là, c'est-à-dire du côté de l'inculture barbare, en quelque sorte. Il est évidemment en danger avec le religieux. N'oublions pas quand même l'islamisme. Ça, c'est l'absence du sujet. C'est l'homme est voué à la mort sans même savoir pourquoi. Ce pas des suicidaires. Les islamistes ne sont pas des suicidaires parce que le suicide, ça suppose un acte. Ça suppose un sujet qui décide de se mettre à mort. Là, ce n'est pas ça du tout. Ça suppose qu'il est déjà mort. Quand il met la ceinture pour mourir, il est déjà mort. Il n'y a pas d'acte subjectif. C'est très très frappant.
C'est la pulsion de mort à l'état brut. Vous croyez qu'il réfléchit? Non. Il réfléchit à rien du tout. Il est déjà avec la ceinture pour se faire exploser. Donc, ça n'a rien à voir avec les kamikazes. Donc, si vous voulez, c'est ça l'absence du sujet. C'est l'idée qu'on décide en tribu de quelque chose. Voilà. Et il y a ça. Et je pense, en effet, que dans tous ces votes de désir de dictateur, de charlatan, de gourou, il y a quand même un désir d'une autorité qui remplacerait la vraie autorité qu'on croit perdue et qui en réalité met à la place une mascarade d'autorité. Ça a des faux chefs. C'est évident. Ça, c'est très inquiétant.